désormais la question qui nous tourmente tous depuis ce matin, puisque nous n'arrêtons pas de dire que l'exécutif est puissant, est-ce qu'il est pour autant responsable en matière budgétaire? Madame le professeur Stéphanie Damaret, professeure à l'université de Lille, l'irresponsabilité financière des ministres en matière budgétaire, vous avez la parole. Merci, Emilien. Alors, tout d'abord, mes remerciements effectivement à l'organisation. Euh, Emilien et Benoît avaient un petit peu peur ce matin, hein. Ça cafouillait un petit peu sur la technique et finalement, tout s'est bien passé. Donc, de grands remerciements, et peut-être plus particulièrement à Emilien, qui a fait ses études à Lille et qui a été un de mes étudiants. Alors, le sujet, l'irresponsabilité financière des ministres en matière budgétaire. J'ai envie de dire, d'emblée, le sujet est orienté. Il n'est pas question de la responsabilité financière, il est question d'emblée de l'irresponsabilité financière, laissant supposer finalement la conclusion qui pourrait arriver à la fin: il n'y a pas de responsabilité financière des ministres en matière budgétaire. Alors, on va commencer par le début, on va commencer par définir ce que doit être une responsabilité financière. Une responsabilité financière suppose peut-être d'en apprécier les conséquences pour bien la distinguer notamment de la responsabilité politique qui peut exister également en matière d'emploi des fonds publics. Et une responsabilité financière, en tout cas pour les schémas juridictionnels, j'y reviendrai dans un instant, mais pour les schémas juridictionnels qui trouvent à s'appliquer ici, c'est la sanction finalement qui accompagne la mise en cause de la responsabilité. Alors je vais d'abord parler du gestionnaire public avant de parler du ministre en particulier. Et lorsque cette responsabilité financière est engagée, eh bien lorsqu'on analyse les modèles comparables au modèle français, on constate que deux issues sont possibles. À chaque fois, ce sont des sanctions financières. Soit on peut demander au gestionnaire public de rembourser ce qu'il manque dans la caisse publique, soit deuxième option, on va le condamner à une amende qui est laissée dans son montant à la libre appréciation du juge. L'autre possibilité, c'est effectivement une responsabilité politique, mais là qui va poser problème parce que tout va dépendre finalement du système politique en place, tout va dépendre de la culture politique en place. Et pour le coup, on peut avoir en tête plus particulièrement les modèles d'Europe du Nord, où là on rencontre véritablement une responsabilité politique. On a peut-être en tête l'exemple de ce numéro 2 du gouvernement, nous sommes en Suède, c'est Mona Sahlin, qui se fait retoquer pour l'achat. Alors, c'était l'anecdote qui était passée dans la presse, c'était l'achat d'une tablette de Toblerone. Dans les faits, il faut savoir que c'était un petit peu plus conséquent que cela, puisque c'était 50 000 couronnes suédoises dont il est question, soit à peu près 4 600 €. Mais c'est bien sous cet aspect anecdotique que c'est passé dans la presse. Et en tout cas, ça démontre bien les deux options possibles, mais qui, encore une fois, vont dépendre du système politique mis en place. Alors, ce champ établi, la responsabilité financière, si maintenant on a trait un petit peu le sujet au niveau national, va soulever alors une question, c'est le système juridique qui peut être mis en place. Je fais volontairement l'impasse ici sur des systèmes qu'on peut rencontrer en Europe, dans lesquels vous avez des instituts supérieurs de contrôle qui ne sont pas dotés de compétences juridictionnelles, mais qui disposent quand même d'un pouvoir de sanction, sanction administrative, qui leur permet de sanctionner des gestionnaires publics. Je vais faire l'impasse dessus, faute de temps, mais en tout cas, sachez que c'est une possibilité que l'on rencontre lorsqu'on fait un paragondage, en tout cas si on se limite au cas européen. Si on prend les modèles comparables au modèle français, ce sont des modèles vers lesquels on va se tourner en Europe du Sud, puisque c'est notablement en Espagne, en Italie et au Portugal qu'on va trouver des systèmes comparables aux nôtres, et j'y reviendrai. Ça fera partie finalement de la déclinaison que je veux retenir ici avec vous. D'abord, se poser la question de la responsabilité ministérielle des ministres en France, en identifiant finalement l'exception qui confirme la règle, parce que lorsqu'on analyse les modalités d'engagement de la responsabilité des gestionnaires publics, je n'ai pas parlé des ministres, en France, il y a deux options possibles. Soit je suis déclaré comptable de fait et ma responsabilité est engagée devant le juge des comptes, soit je peux voir ma responsabilité engagée devant la Cour de discipline budgétaire et financière qui a été créée justement en 1948. On a beaucoup parlé de l'année 1948 aujourd'hui, mais qui présente un fâcheux inconvénient si on l'applique aux ministres. La loi de 1948 les a exclus d'emblée de toute responsabilité. Elle est même d'ailleurs allée assez loin puisqu'elle a exclu également, sauf rares exceptions, les élus locaux, j'y reviendrai.
Alors, c'est sur ce schéma-là que j'ai envie de vous emmener finalement. Imaginez effectivement cette exception qui confirme la règle, c'est-à-dire le seul cas de gestion de fait qu'on a pu connaître en France concernant un ministre, c'était l'affaire Carrefour du Développement. Ensuite, imaginez une option possible qui avait été proposée par le procureur général près la Cour des comptes. Nous sommes en 2017 et vous verrez que l'année n'est pas anecdotique. On est à la veille des élections présidentielles et on verra que le parquet a lancé 2 affaires de gestion de fait. Il a saisi la Cour des comptes. Je vous en expliquerai un petit peu les ressorts et on comprendra que la Cour des comptes n'a pas suivi finalement ce qu'on peut qualifier d'audace de son parquet qui voulait donner à la notion de gestion de fait une tonalité qui n'était pas habituelle par rapport à ce que l'on pouvait connaître de la notion de gestion de fait. Ensuite, une fois qu'on aura à la fois parlé de cette exception qui confirme la règle, puis de parler de cette exception française, puisqu'on verra que nous sommes un système juridique comparable, le seul pays à ne pas admettre qu'un ministre soit responsable. J'aurai l'occasion de vous donner quelques illustrations pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie. On passera également au-dessus de l'océan et on ira voir au Brésil ce qui s'y passe. Et on verra que lorsqu'un cas, en tout cas lorsqu'un système juridictionnel de mise en cause de la responsabilité des gestionnaires publics est mis en place, il est possible d'engager la responsabilité des ministres. Donc une exception purement française à laquelle on semble particulièrement s'accrocher et qui va interroger, puisque vous le savez, nous sommes à quelques semaines d'une ordonnance qui verra le jour et qui sera a priori d'importance sur le renouveau du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. On en connaît dans les grandes lignes déjà les principaux aspects. Il reste une interrogation s'agissant des ministres, avec des réponses un petit peu variées sur le sujet. J'aurai l'occasion là également de le préciser. Alors voilà un petit peu le cheminement sur lequel je veux vous emmener et d'abord faire ce détour par cette seule exception qui confirme donc la règle, ce seul cas au terme duquel on a pu engager la responsabilité d'un ministre. Alors cette responsabilité du ministre, c'est l'affaire Carrefour du Développement. C'est le ministre de la Coopération, Christian Nucci, qui est impliqué et qui est impliqué avec son directeur de cabinet, Yves Chalier. Je ne résiste pas en 2-3 minutes à vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire, assez rocambolesque d'ailleurs, digne d'un scénario de série Z presque, pour vous expliquer effectivement ce dont il a été question à ce sujet. Alors, nous sommes en 1986, des élections législatives ont eu lieu, il y a un changement de majorité politique, la droite arrive au pouvoir, et le nouveau ministre de la coopération, M. Aurillac, lance une enquête, a priori des choses lui sont arrivées à l'oreille, lance une enquête pour détournement de fonds au sein du ministère. Preuve qu'un lièvre était levé, l'enquête, le dépôt de plainte a eu lieu au mois de mai et au mois d'avril, un cambriolage a lieu au sein de l'association Carrefour de Développement. Alors pour ceux qui sont un petit peu opérationnels sur la notion de gestion de fait, l'association c'est le cas typique, l'illustration par excellence de la manière avec laquelle on peut faire sortir illégalement de l'argent de la caisse publique. Et là, pour le coup, le ministère de la Coopération avait démultiplié les systèmes. Alors, l'association Carrefour du Développement, c'était la plus importante d'entre elles, mais il y en avait d'autres. Et au final, pour le faire très bref, qu'est-ce qui a été reproché? Alors, au ministre, on a reproché l'emploi de ces fonds donc, qui étaient sortis légalement de la caisse, qui avaient alimenté des caisses privées, personnes morales de droit privé, qui sont les associations, et qui avaient donc permis à la fois pour ce ministre eh bien, de financer pour partie sa campagne électorale, puisqu'il se présentait aux élections législatives, qui avait financé également le paiement de sa cotisation au Parti socialiste et à des fins d'intérêt privé, l'organisation de quelques réceptions au sein d'une villa. Pour Yves Chalier, son directeur de cabinet, c'était un petit peu plus lourd encore, puisque sur les fonds qu'il avait donc irrégulièrement extraits de la caisse publique, il s'était acheté un appartement à Quimper, un studio à Paris. Il avait fait des dons à sa femme et à sa maîtresse. Et alors qu'il était dirigeant d'une des associations, il a estimé intéressant, il faut faire fonctionner une association, donc il faut un siège social. Il s'est dit que l'achat d'un château serait judicieux pour faire fonctionner son association. Malheureusement, ce château n'était pas en très bon état, donc il a fallu
le rénover, donc sur la base des subventions qui ont été versées à cette association. Et alors que le château venait d'être fraîchement rénové, se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas très adapté au fonctionnement de l'association. Donc, on va revendre le château à un prix forcément défiant toute concurrence, vu la rénovation qui a eu lieu. Et la revente a eu lieu au bénéfice de Monsieur Chalier. Voilà, j'arrête là pour les anecdotes, mais vous voyez qu'on est vraiment sur des choses assez délicates. Alors, lorsque la droite arrive au pouvoir, qu'elle découvre, le seul objectif de la droite, elle a le ministre dans le viseur. L'idée, c'est de faire tomber l'ancien ministre. Et pour ce faire, il faut s'appuyer sur finalement Yves Chalier. Yves Chalier qui sera un témoin clé dans l'affaire, sauf que Yves Chalier, vous vous en doutez, est dans le viseur là également du juge pénal. Donc il faut l'exfiltrer, Yves Chalier, et c'est l'affaire des faux passeports. Ministère de l'Intérieur, le ministre à l'époque, c'est Charles Pasqua, ça va faire un scandale. Le ministère de l'Intérieur va délivrer un faux passeport, alors un vrai faux passeport, à Yves Chalier. Pour le coup, il va être rebaptisé, il va s'appeler Yves Navarro. Alors pour les anciens, ça rappelle effectivement une série du jeudi soir qui passait sur la première chaîne. Et finalement, alors Yves Chalier est exfiltré, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud il atterrit, mais au bout de 6 mois, il n'en peut plus. Et il rentre, donc il fera de la prison. Mais surtout, pour ce qui nous concerne, on va donc avoir une procédure de gestion de fait qui va s'enclencher. Alors, les affaires avaient déjà pris une tonalité avant. La Cour des comptes avait déjà investigué et il y avait déjà des choses qui en étaient ressorties. Si les choses sont arrivées aux oreilles du ministre, du nouveau ministre, il y avait forcément des choses là-dessus qui avaient filtré. Et pour ces faits, Christian Nucci va échapper au pénal, va échapper en l'occurrence à la Cour de justice de la République, puisqu'il en était, voilà, il pouvait tout à fait voir sa responsabilité engagée, mais pour la petite histoire, on a une loi d'amnistie qui a été votée entre-temps, qui a permis au ministre d'échapper à toute responsabilité devant la Cour de justice de la République. Je vous vois hausser les sourcils, c'est vrai que ce n'est pas très joyeux en termes d'emploi des fonds publics, on est quand même là sur une bassesse très basse. Et en revanche, le ministre n'a pas pu échapper au DB qui a été prononcé en son encontre par la Cour des comptes. Et il a écopé alors d'un DB d'un peu plus de 3 millions d'euros. À l'époque, c'était un peu plus de 20 millions de francs, et d'une amende d'un peu plus de 91 000 euros. Il faut savoir qu'à ce jour, le ministre rembourse encore, à peu de choses près, 1 500 euros par mois. Il y a un échéancier qui a été mis en place, donc il faut se douter qu'il sera mort, qu'il n'aura pas remboursé ce qu'il doit dans la caisse publique, mais au moins, il n'aura pas échappé à sa responsabilité financière. Alors voilà, je pourrais presque arrêter ma contribution ici. Je n'ai que ce seul exemple à vous donner, puisque pour le coup, je ne peux pas vous parler de la CDBF, puisque d'emblée, le législateur en 1948 a souhaité exclure les ministres de son champ de responsabilité. Et peut-être aurais-je pu vous parler de ces deux affaires auxquelles je tiens particulièrement, qui datent de 2017, sauf que pour le coup, l'audace qui a été celle du procureur général près la Cour des comptes n'a pas été celui de la Cour des comptes, et probablement que les circonstances, nous sommes encore une fois, je vous le signale, en 2017 dans cette affaire dont je vais vous parler, nous sommes à la veille des élections présidentielles, et là pour le coup, ce n'est pas une, mais ce sont deux affaires de gestion de fait que le parquet présente devant la Cour des comptes. Une qui va impliquer le ministère de la Défense et le commissariat à l'énergie atomique, et l'autre qui va impliquer le ministère de l'écologie et la Caisse des dépôts et consignations. Pour cette affaire concernant le ministère de l'écologie, vous avez 3 ministres qui ont été concernés. Donc, c'était la ministre de l'époque, Ségolène Royal. Vous aviez également M. Sapin et M. Macron. Pour l'autre affaire, oui, il n'y a pas de mystère. Pour l'autre affaire, ça impliquait également 2 ministres d'envergure, puisque c'était M. Le Drian et M. Cazeneuve. Vous pouvez imaginer le jour où il y a eu l'audience devant la Cour des comptes, il y avait une série de quarts de CRS pour venir voir ce qui se passait. Puis finalement, c'est un soufflet qui est retombé purement et simplement parce que la Cour des comptes n'a pas voulu suivre le réquisitoire finalement du parquet. Alors, il était question de quoi? La même chose, tout aussi sommairement que pour l'affaire Carrefour du Développement. Pour l'affaire du ministère de l'écologie,
Il était question alors d'un dispositif d'aide, d'un fonds d'aide qu'on voulait mettre en place à destination des entreprises dans le domaine voilà, de la maîtrise de l'énergie. J'ai envie de dire, le détail nous importe peu, c'est surtout le système qui est mis en place qui m'intéresse. Et dans ce dispositif, les 3 ministres que je vous ai cités décident d'anticiper la décision du législateur. C'est-à-dire qu'on met en place un dispositif, on demande à la Caisse des dépôts et consignations de faire une avance de trésorerie sur la base des fonds dont elle dispose. On fait valider tout ça durant l'été au moyen d'une loi qui accepte la mise en place du dispositif, mais je vous rappelle que lorsqu'on engage une dépense de l'État, il y a une loi de finances qui doit passer par là et il faut qu'il y ait une ouverture de crédit. Sauf que là, pour le coup, il n'y a pas eu d'ouverture de crédit. Ah si, elle a eu lieu, mais à la fin de l'année, alors que le système avait déjà fonctionné et que dès le mois de septembre, déjà de premières aides avaient été versées par la Caisse des dépôts et consignations. Alors, je vous l'accorde, pour ceux qui sont, encore une fois, opérationnels sur la notion de gestion de fête, ce n'est pas quelque chose de classique, ce que je suis en train ici de vous décrire. Les affaires traditionnelles de gestion de fête, on a, comme celle pour l'affaire Nucci, des détournements à des fins politiques, à des fins privées. Pour les autres grandes illustrations que vous pouvez connaître, bien évidemment, il y a le Miers de la commune de Levallois-Perret. Mais là, voilà, pour les illustrations connues, on n'est pas sur ce registre où il n'y a pas eu de détournement. D'accord ? Il y a eu juste des arrangements qui ont été pris avec la loi organique, avec les pouvoirs du Parlement, où on est censé attendre que le Parlement ouvre des crédits pour ouvrir les bourses et payer finalement ces aides. Alors, sur l'affaire concernant le ministère des Armées, on est à peu près sur une logique similaire, en tout cas de par l'audace qui est celle du parquet. Là, pour le coup, ça fait appel, encore une fois, vous voyez une entité extérieure au budget de l'État. On avait la Caisse des dépôts et consignations pour l'écologie. Là, on fait appel au commissariat à l'énergie atomique. Et il est question d'une convention qui est passée entre le ministère et le commissariat. On est à peu près au mois de novembre. La convention est passée. Encore une fois, peu importe l'intérêt, l'objet. Il y a de l'argent qui sort de la caisse du ministère, qui arrive dans la caisse du commissariat à l'énergie atomique pour un montant d'un peu plus de 1,3 milliard d'euros. D'accord ? Ça arrive dans la caisse du commissariat à l'énergie atomique. C'est issu, et ça a son importance, du programme 402. Le programme 402 au sein de la mission Défense, c'est le programme Excellence technologique des industries de défense. Et puis on se rend compte, en février, 4 mois plus tard, que finalement on a donné trop d'argent au commissariat à l'énergie atomique. Donc on procède à un remboursement. Logique, j'ai envie de dire à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le remboursement a lieu, c'est 212 millions d'euros qui sont remboursés dans la caisse de l'État, qui doivent arriver sur la ligne de crédit de la mission Défense. Mais au lieu d'arriver sur le programme 402, ça atterrit sur le programme 146. Le programme 146, c'est l'équipement des forces. Et là, si vous êtes opérationnel, on en a parlé de la régulation budgétaire. Parmi les outils de la régulation budgétaire, lorsqu'on veut déplacer, c'est la LOLF qui le prévoit et avant elle, c'était l'ordonnance de 59, lorsqu'on veut déplacer des crédits d'un programme à un autre, il y a un outil pour ça, c'est le virement ou c'est le transfert de crédit. Mais certainement pas passer par un opérateur extérieur pour arriver sur un autre programme. Et là, ça fait encore une fois partie de ces arrangements qui ont été pris avec la LOLF. En toute logique, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se pratiquer. Le remboursement aurait dû avoir lieu sur le programme d'origine. Et s'il fallait basculer d'un programme à un autre, c'est un virement qui aurait dû avoir lieu sur le sujet ou un transfert, selon qu'on modifie l'objet ou pas de la dépense. Mais on le voit ici, j'ai envie de souligner l'audace qui était celle du parquet, qui a souhaité entraîner la Cour des comptes sur un autre terrain, c'est-à-dire pour redonner… Émilien le sait très bien, il est intervenu au mois de décembre à la Cour des comptes sur la gestion de fête. Il a parlé lui-même du déclin de la gestion de fête. Si effectivement on extrapole, on monte un petit peu, on se rend bien compte que la gestion de fête, depuis un bon nombre d'années, est en perte de vitesse. Le juge des comptes ne sanctionne plus la gestion de fête comme il a pu le faire à un moment donné. Il y a différentes raisons de sciences administratives, de sciences politiques qui l'expliquent, peu importe. Toujours est-il que là, l'occasion a été donnée à la Cour des comptes de rénover finalement, de donner un éclairage nouveau à la notion de gestion de fête. C'était audacieux. Je pense que le problème de ces affaires, c'est qu'elles sont arrivées en 2017. Elles sont arrivées à la veille des élections présidentielles et très clairement, la Cour des comptes
n'a pas souhaité effectivement s'impliquer sur le sujet, alors que lorsqu'on analyse assez finement les affaires, il y a une chose qu'on remarque, notamment pour une d'entre elles, la Cour des comptes a déclaré le défaut d'intérêt pratique finalement à prononcer la gestion de fait, c'est pour le ministère de la Défense, en disant mais de toute façon le remboursement a eu lieu. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va aller les embêter? Le remboursement a eu lieu. Alors, c'est vrai que ça renvoie à d'autres choses, hein, mais qui dépassent le cadre de cette contribution. C'est aussi de se poser le rôle du Parlement. Le Parlement qui se rend compte au moment où il vote une loi de règlement. Tu as choisi l'économie, loi de règlement, c'est vrai que c'est un peu long, hein, la nouvelle appellation, mais qui, à l'occasion de la loi de règlement, pourrait effectivement s'étonner des libertés que prend le gouvernement avec la LOLF. Sauf que là, c'est finalement le parquet qui a tenté un coup. Il n'a pas réussi. Malheureusement, là, ça donne une fâcheuse image, en tout cas, ça donne une fâcheuse impression, c'est que si même aux plus hautes sphères de l'État, on a des arrangements avec la LOLF, comment après obtenir que ces textes organiques soient respectés? D'accord? Alors, si je fais le tour d'horizon, voilà où on en est. Une exception française, les ministres ne sont pas responsables. Ce n'est pas avec le cas Carrefour de développement qu'on peut résumer une responsabilité ministérielle effective des ministres en France. Et même pour les cas, on aurait pu l'envisager peut-être, par exemple, devant la Cour de justice de la République, ça aurait pu être l'hypothèse de l'affaire Christine Lagarde, l'affaire Tapie, la médiation, 400 millions d'euros. Et finalement, cette décision de la Cour de justice de la République, très étonnante, où il condamne finalement symboliquement la ministre pour négligence, mais qui décide de dispenser la ministre de peine, retenant que la personnalité de la ministre, sa réputation internationale et le fait qu'elle avait eu à l'époque à gérer une crise financière internationale plaidait en sa faveur. Circuler, rien à voir. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Peu de choses pour parler de cette responsabilité financière des ministres. S'étonner de cette irresponsabilité, alors que par ailleurs, je l'ai dit en introduisant ce propos, lorsqu'on compare les modèles juridictionnels comparables à l'étranger, les ministres sont responsables. Ça ne veut pas dire que leur responsabilité est systématiquement engagée. Ça veut juste dire que potentiellement, c'est possible. Et lorsqu'on étudie dans les faits, dans la pratique jurisprudentielle, on constate que si leur responsabilité peut être engagée, ce n'est pas pour autant que l'on trouve énormément de décisions les concernant. Il y a un discernement qui est opéré par les juges. Il y a, voilà, on pèse le pour et le contre avant d'engager la responsabilité d'un ministre. Mais techniquement, c'est possible et c'est ça qui m'intéresse ici lorsqu'on peut évoquer cette responsabilité à l'étranger. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des dispositifs qui existent au Portugal, en Espagne ou en Italie. Je le ferai dans ma contribution écrite pour vous donner les textes essentiels, les grands standards. Ce que l'on constate, et c'est le fait partagé, c'est que systématiquement, il est exigé une faute grave. Voilà, ce n'est pas pour rien qu'on va engager la responsabilité d'une ministre. Il faut que la faute soit grave pour engager cette responsabilité. Et cette responsabilité, alors pour l'Espagne, c'est peut-être un petit peu particulier, mais je n'hésite pas quand même à vous donner cet exemple-là. On a bien sûr la responsabilité des membres du gouvernement, mais vous connaissez l'organisation générale des communautés autonomes en Espagne. Et donc, la responsabilité des membres de ces gouvernements, de ces communautés autonomes, peut également être engagée. Et on a eu notamment 2 décisions intéressantes en 2019 qui ont été prononcées, dont l'une qui concernait l'organisation du référendum sur la Catalogne. Alors, qu'est-ce qui était reproché au président de la Generalitat de Catalogne? C'est l'achat de 7000 ordinateurs pour pouvoir organiser ce référendum et que les citoyens de cette communauté puissent s'exprimer. Ça avait donc coûté de l'argent pour l'organisation d'un référendum qui était donc illégal du point de vue forcément du gouvernement espagnol. Et pour ces faits, le tribunal des Cuentas a condamné à la fois le président de la Generalitat à presque 5 millions d'euros et a condamné d'autres membres de son gouvernement pour des montants qui ont oscillé entre 100 000 euros et presque 3 millions d'euros. Alors, toujours dans cette logique, on est sur le même pays,
qui revendiquait déjà son indépendance, et il l'a fait à plusieurs reprises, a tenté d'organiser un référendum. Et une autre affaire de 2019 a concerné, là pour le coup, ce qu'on a appelé l'opération Copernicus. Et l'opération Copernicus, c'est une opération anti-émeute qui a été mise en place donc, par le gouvernement espagnol pour justement gérer voilà, les atteintes, les dérives sur la place publique qui étaient occasionnées par les manifestations. Et on a tenté, en tout cas, c'est le recours qui a été envisagé, d'engager la responsabilité de ceux qui avaient organisé le référendum pour supporter le coût de cette opération de maintien voilà, de la paix, entre guillemets. Et en définitive, là, pour le coup, le tribunal des Cuentas n'a pas suivi sur ce sujet et a estimé qu'un responsable politique, un gestionnaire public, et donc en particulier ici pour un membre de gouvernement, il ne pouvait voir engager sa responsabilité que pour les cas où il était moteur finalement dans la prise de décision financière. Là oui, pour l'opération Copernicus, c'était une incidence, mais ce n'était pas eux qui avaient pris la décision d'engager les fonds pour obtenir ce rétablissement de la situation. C'était effectivement les membres du gouvernement espagnol qui entendaient finalement obtenir le remboursement de cette affaire. Alors, d'autres illustrations nous viennent des autres pays. En Italie, la Corte dei Conti qui a condamné, alors l'affaire est plus ancienne, mais preuve que l'engagement de la responsabilité des ministres n'est pas systématique. On est en 2002 et c'est le ministre des Postes et des Télécommunications qui a été condamné à rembourser près de 1,2 million d'euros pour l'achat de photocopieurs obsolètes. Pour vous montrer que ça peut aller véritablement sur différents niveaux. Et la dernière affaire dont je voudrais vous parler, là on va sortir des frontières européennes, on va atterrir au Brésil. Et au Brésil, c'est un cas qui date de 2020, où le ministre chargé de la pêche a été condamné à raison d'irrégularités qui avaient été constatées dans un contrat conclu avec une société en vue de l'organisation d'une conférence nationale sur l'aquaculture. Et ce qui était reproché, c'était des prix qui avaient été pratiqués plus élevés que ce qui était habituellement pratiqué, et le paiement de services qui n'avaient pas été exécutés. Pour ces faits, le ministre a été condamné à une amende de 9 000 reals, soit un peu plus de 1 400 €. Alors, je fais juste ici une petite parenthèse pour indiquer que voilà, le régime brésilien est assez intéressant, et je tiens à remercier mon collègue et mon voisin, qui a accepté de faire paraître, ça va paraître cette année, j'en profite, tu vois, je fais un petit peu de publicité, pour donc un ouvrage qui va paraître dans la collection Marais-Martin, qui va rassembler une vingtaine de contributions d'États étrangers sur la mise en cause de la responsabilité des gestionnaires publics dans ces pays. Donc, on voyage, on va au Canada, on va au Brésil, on va en Afrique du Sud, on va au Japon, et comme ça, une vingtaine de pays. Cette illustration, vous la retrouverez effectivement dans cette contribution, puisque c'est l'un de mes étudiants que j'ai en thèse, qui fait sa thèse sur la responsabilité des gestionnaires publics au Brésil, qui va réaliser cette contribution. André-Luis Moralete, je sais qu'il est réveillé depuis 4 heures ce matin pour nous suivre, donc je tiens à le féliciter parce que je sais qu'il est encore là. Alors, voilà pour ces quelques exemples qui témoignent encore plus finalement de l'étonnement qu'on peut avoir lorsqu'on constate qu'en France, un ministre n'est pas financièrement responsable. C'est une exception française. Je n'ai pas trouvé d'exemple comparable, même en sortant des frontières européennes. Alors, dans quelle mesure est-on capable de tenir cette exception française? Et la question s'est forcément posée avec le projet de réforme qui doit voir le jour, a priori, au plus tard pour le mois de mars. Il faut se souvenir des antécédents, lorsque on commence à penser au régime de responsabilité, alors des gestionnaires publics, pas encore des ministres, on ne fait pas de focus. On est en octobre 2019, la Cour des comptes organise conjointement avec le Conseil d'État un colloque sur la responsabilité des gestionnaires publics. Et déjà à cette date-là, Didier Migaud, le premier président de l'époque, réclamait finalement que la responsabilité des gestionnaires publics englobe tous les gestionnaires publics sans exception, ministres et élus locaux compris. À la suite, c'est le gouvernement qui a embrayé, qui a lancé une mission en novembre 2019, qui a notamment demandé effectivement à la fois une analyse de la responsabilité des comptables, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on parle de la responsabilité des gestionnaires publics, il faut se poser à un moment aussi la question de la responsabilité du comptable.
qui a souhaité effectivement aussi un paragondage européen et qui a donné lieu notamment au rapport Basser dont vous avez entendu parler dans la presse, et qui a donc permis de mettre en évidence un certain nombre de traits caractéristiques, avec des points d'accord. Il faut, pour pouvoir engager la responsabilité des gestionnaires publics, que la faute qui lui est reprochée soit une faute grave. Donc ça, ce point d'accord, il est entériné. Et autre point d'accord, la nécessité de mettre en place un régime de responsabilité financière unifié. Actuellement, notre régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, il est partagé entre la CDBF et la Cour des comptes à l'égard des comptables patents et des comptables de fait. Là également, c'est une exception française. Quand vous comparez les systèmes espagnols, italiens, portugais, et même quand on va en Grèce, qui a un système également comparable, vous avez un juge, le juge des comptes, le tribunal des Cuentas, ce que vous voulez, la Corte dei Conti en Italie, qui est compétente à l'égard de tous les gestionnaires publics. Ça veut dire que lorsqu'une irrégularité est constatée dans un compte, on est en capacité d'aller chercher le véritable responsable. Parce que le problème actuel de la responsabilité du comptable public, c'est qu'assez régulièrement, il voit sa responsabilité engagée, alors qu'en réalité, la faute est imputable à l'ordonnateur, sauf qu'on ne peut pas sanctionner l'ordonnateur en sa qualité d'ordonnateur devant le juge des comptes. Donc l'idée, les grandes idées sont là. Responsabilité financière unifiée, la possibilité de sanctionner à partir d'une certaine gravité de la faute. Et c'est à partir de là que les choses vrillent, parce que lorsqu'on voit le programme Juridiction financière 2025 qui a été présenté par l'actuel premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, nous étions en février 2020, il est question de mettre en place un nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Il est question d'un régime de responsabilité unifié. Par contre, on évite les choses qui fâchent. C'est-à-dire que dans ce programme, à aucun moment on ne vient entrer dans le détail de ceux qui seront responsables. On ne vous parle pas des gestionnaires autrement que dans une globalité. En tout cas, on ne vient pas vous dire qu'un ministre pourrait être responsable ou qu'un élu local. Donc, on lance la grande idée il y a un an de cela, mais sans entrer dans le détail à ce niveau-là. Vous voyez d'ailleurs que dans le programme Juridiction financière, il y a 40 propositions qui sont faites, 40 actions. Sur ces 40 actions, il n'y en a que 2 qui concernent le juridictionnel. Et pour ce qui nous intéresse, on fait l'impasse sur d'ultimes précisions. On ne rentre pas dans les détails. Et très clairement, c'est parce qu'on sait que ça, c'est un sujet qui va être délicat à gérer, notamment avec Bercy. Alors, exiger de ceux à qui on a confié des fonds publics qu'ils en répondent semble le minimum que l'on soit en droit d'exiger et d'attendre d'eux. Qu'ils en répondent politiquement, devant les instances, politiquement, peu importe, dans les pays où ça s'y prête. J'ai envie de vous dire, ce serait logique finalement de pouvoir peut-être retrouver un système de responsabilité politique. Sauf que je vous l'ai expliqué en introduisant, le régime de responsabilité politique ne vaut que pour certains pays où c'est culturellement implanté, où lorsqu'un homme ou une femme se voit finalement reprocher des irrégularités budgétaires, eh bien, on lui demande de démissionner. La démission est provoquée, la démission est spontanée, peu importe, mais au moins on démissionne. On démissionne pour une table de Toblerone en Suède. En France, on ne démissionne pas, même pour un homard. Et je ne pouvais pas, même si je parle du Parlement, je ne pouvais pas ne pas la faire. Et donc, s'ils n'en répondent pas politiquement, puisque culturellement, ça ne semble pas possible d'implanter ce système de responsabilité politique en France, encore faut-il qu'on ait un système de responsabilité financière digne de ce nom. On le voit, il y a des choses qui sont en place. L'incertitude est importante. Alors, et c'est là où la nuance va apparaître. Émilien était comme moi au colloque. Alors, moi, j'étais en visio. Vous étiez en présentiel. Mais on a entendu la même chose. On a entendu l'actuel président de la 7e chambre de la Cour des comptes. Vous savez qu'on a mis en place une chambre dédiée aux compétences juridictionnelles qui a vocation à justement récupérer ce régime de responsabilité unifié. Et on entend donc Jean-Yves Bertucci, l'actuel président, qui laissait sous-entendre, puisqu'il présidait, je pense qu'il présidait l'une des tables, au mois de décembre, qui laissait supposer que les choses n'étaient pas tout à fait entérinées sur le registre de la responsabilité des ministres et des élus locaux, et que peut-être nous pourrions être étonnés. Alors, c'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit véritablement étonnés et que finalement, dans 2 mois, si ça arrive au mois de mars,
avec cette ordonnance, on constate que le gouvernement a franchi le pas et a accepté dans la possibilité d'engager la responsabilité de tous les gestionnaires publics sans exception. Si j'étais gourmande, je demanderais aussi à ce qu'en plus de combiner, en tout cas de prévoir et de limiter la responsabilité à la gravité de la faute, c'est d'offrir et de laisser la possibilité aux juges d'en tirer les conséquences en termes de dommages. Si vous êtes opérationnel, là encore une fois, sur le sujet, vous savez que le projet, si la proposition, si ça sort de cette manière-là, ce serait de combiner la gravité de la faute avec un préjudice financier significatif. Et là, on en a déjà parlé. En associant ces deux éléments, vous aboutissez à un entonnoir qui va faire que mécaniquement, il va être très difficile d'engager la responsabilité d'un gestionnaire public si le texte reste en l'état, parce qu'il faut une faute grave. Je pense que c'est le minimum. On ne peut pas aller en deçà, il ne faut pas paralyser l'action publique par la crainte qui pourrait être celle des gestionnaires publics à agir. Donc, il faut au moins leur donner un minimum de marge de manœuvre. Mais il faut pouvoir les sanctionner pour tout dommage, et pas forcément financier, et a fortiori significatif, parce que là, vous imaginez qu'on va monter dans l'écran et qu'on va limiter les possibilités d'engager cette responsabilité. Là, j'en terminerai par là, mais l'exemple italien, moi, me semble suffisamment intéressant sur le sujet. La Corte dei Conti peut condamner au titre des dommages causés. Ce dommage, il est librement appréciable par le juge. Ça peut être un dommage financier, mais ça peut être tout autre dommage. Et on a déjà vu la Corte dei Conti sanctionner pour un dommage porté à l'image de l'administration du fait des irrégularités reprochées à ces personnes. Alors voilà, moi j'ai envie de dire que dans une logique de préservation des deniers publics, si le projet reste en l'état de ce que l'on connaît et si on n'a pas cet optimisme qui a été affiché par Jean-Yves Bertucci, ce serait regrettable de s'en trouver à ce niveau-là. Et finalement, lorsque l'ouvrage va paraître, la France, le cas de la France, va singulièrement dénoter parmi les autres. L'ouvrage aura effectivement un retour international et du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils vont nous connaître, mais là, pour le coup, on n'aura pas une belle image à offrir à l'international. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Madame le professeur, de cette communication assez effrayante, je dois dire, parce que finalement, rien n'a changé en un siècle. Quand on lit la doctrine de la fin du 19e, ce qui justifie finalement l'absence de responsabilité juridictionnelle, c'est l'existence d'un contrôle politique des ministres. Et, sauf que ce contrôle politique, il a aussi disparu. Et donc, si on reprend les 4 temps alternés de Sturm, la préparation appartient à l'exécutif, l'autorisation est quand même largement dominée par l'exécutif. En tout cas, la procédure d'adoption du budget n'a pas été concernée par la réforme de 2008, la réforme constitutionnelle. L'exécution, c'est l'exécutif et le contrôle inexistant. Donc, tout ceci est quand même assez effrayant, je crois, au terme de cette journée, même si… C'est une belle conclusion. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, les choses se confirment. En tout cas, le voile se lève un peu sur ce qu'est l'exécutif, en tout cas son rôle en matière budgétaire et financière. Alors, il nous reste peut-être quelques minutes, un petit peu pour ouvrir les débats aux 3 intervenants qui sont encore ici, professeur Nicolas Sil, peut-être encore à distance, ou en tout cas à Stéphanie Damaret ou Mathieu Conan. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Monsieur ? Oui, j'ai une question pour la professeure Damaret. Je voulais savoir dans quelle mesure le régime d'irresponsabilité financière que vous nous avez présenté donc vis-à-vis de l'ordonnateur, qui est le ministre, s'articule avec la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Est-ce que finalement on a un contre-pouvoir qui vous paraît suffisant ou pas de ce côté-là? Alors, là aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures. On va faire simple. À partir du moment où vous avez un agent comptable dont le supérieur hiérarchique est le ministre en charge du budget, il est indéniable que vous rencontrez sur le terrain un certain nombre d'hypothèses au terme desquelles l'agent comptable va de toute façon acquiescer à ce que lui dira de faire son ministre en dépit du risque qu'il encourt devant le juge des comptes. Ça légitime par ailleurs le pouvoir de remise gracieuse dont dispose encore aujourd'hui le ministre à leur égard, qui devrait disparaître
avec le projet d'ordonnance. Mais là, vous me frustrez beaucoup, beaucoup avec votre question, parce que là, j'essaye de vous le faire en condensé. Mais il y a tellement de tenants et aboutissants à vous expliquer sur le sujet que quand je vous dis qu'on y passe une heure, on y passe une heure, hein, pour justement vous expliquer les ramifications, les implications, le positionnement des agents comptables. Et on est capable d'avoir sous les yeux des décisions rendues par la Cour des comptes où l'agent comptable vient dire « bah oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est mon ministre qui me l'a demandé ». Et le juge des comptes qui vient lui dire « bah oui, mais ce n'est pas une excuse ». Vous êtes censé effectivement être totalement, en tout cas dans la prise de décision, indépendant du ministre, même s'il est votre supérieur hiérarchique. Il faut agir comme à l'égard de tout ordonnateur, lui demander de faire usage de son pouvoir de réquisition, ce que très logiquement un agent comptable qui dépend du ministre ne va pas faire. D'accord. Donc voilà, il y a des éléments de science administrative qui expliquent un certain nombre de choses derrière tout ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais voilà, pour voilà, le truchement qu'on peut, en tout cas la bascule qu'on peut opérer entre les deux. Et donc, monsieur, la dernière question. Oui, bonjour. Bonsoir, pardon. J'aimerais juste, c'est une question pour Madame Damaret. J'aimerais juste savoir la notion de faute grave. Est-ce qu'on a déjà distingué quels sont les critères de la faute grave, si ça a été distingué ou si c'est du cas par cas pour les juges? Alors, le texte, enfin, pour les fuites qu'on en a, ne prévoit rien d'autre que de nous dire que ce serait une faute grave. Si je veux esquisser une réponse, on va emprunter à ce qui se passe justement dans ces États du Sud où on pratique déjà la faute grave. Elle est laissée à la libre appréciation finalement du juge. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas fixer un cadre juridique trop verrouillé, parce que si vous fixez un cadre juridique trop verrouillé, ça va empêcher finalement le juge de construire sa jurisprudence. Donc c'est vrai que ça peut être une crainte, et ça l'est forcément du point de vue de Bercy. Bercy n'a pas intérêt à laisser manœuvrer le juge des comptes. Donc lui, il a tout intérêt à fixer des critères, à fixer des conditions. On verra ce qui sortira du chapeau d'ici 2 mois. Mais dans un régime où on veut donner pleine compétence à un juge et faire en sorte que son office soit effectif, il faut lui laisser la possibilité de construire sa jurisprudence. Et si jamais, à l'usage, on se rend compte que sa jurisprudence, elle est trop restreignante ou trop large, peut-être que là, on peut pratiquer avec un texte et fixer un cadre, mais j'aurais tendance, ce qui n'est pas l'idée de Bercy, hein, soyons clairs, mais j'aurais tendance, moi, justement, laisser cette marge de manœuvre et cette liberté au juge des comptes, au juge financier. Bien, merci infiniment à vous. Merci à tous. Merci aux intervenants qui ont participé en présence ou à distance. Bon retour pour ceux qui reprennent les trains. Merci au public aussi, puisque la réussite d'un colloque, c'est aussi la présence du public en présence et à distance. Et dans ces circonstances particulières, je crois qu'on était tous contents de pouvoir faire un peu de présence et de se retrouver. Merci infiniment et bonne soirée à tous.